l'enregistrement. Et voilà. Bonjour à tous, du coup, merci pour votre présence. On va parler de gestion d'état aujourd'hui en rapport avec React. Du coup, je te laisse passer, Loïc, s'il te plaît. Si ça veut bien, ou je ne vois pas, du coup, c'est ça? Ouais, tu as un problème de connexion, Vincent. Ouais, ça a du mal, effectivement. Bon, Du coup, c'est bon, c'est bon. Du coup, on parlera dans un premier temps, on expliquera rapidement ce qu'est un gestionnaire d'état. Donc, ce sera présenté par moi et Stéphane. Je vous présenterai brièvement les contextes React qu'on a déjà vus auparavant sur un précédent Miditech React. Loïc enchaînera sur React Query. Redux sera présenté par Stéphane. Les petits nouveaux, Noé qui prendra le relais. Et on pourra ensuite ouvrir à la discussion sur le sujet pour animer le débat. Donc, qu'est-ce qu'un gestionnaire d'état? Il y a une bonne latence. Tout d'abord, pourquoi on a besoin d'un gestionnaire d'état au niveau d'une application front? Grosso modo, le schéma que vous pouvez voir sur la droite, ça représente les interactions qu'on a historiquement sur une application React. Je pense on retrouve la même chose sur une application Angular également. Donc chaque composant gère son état et il transmet ces informations par la descente, par les propriétés entre les composants. Et la remontée d'informations s'effectue également par les props avec cette fois-ci des méthodes, donc des handlers. On va retrouver des onSelect, des onClick, etc. Pour remonter l'état du composant à ses parents, pour pouvoir notifier. Pour l'intégration d'un store, d'un gestionnaire d'état au niveau d'une application React, en tout cas, c'est changer un peu ce paradigme et avoir chaque composant qui se réfère au store, donc à une entité supérieure, je dirais, pour récupérer et stocker ces données. On a perdu 30 secondes. Ouais. Vous avez perdu 30 secondes? Je la refais celle-là? Ouais. Du coup, sur le store, du coup, vous m'avez perdu, merci. On Alors, commence, s'il te plaît. grosso modo, sur cette slide, on voit qu'on change un peu le paradigme. En fait, on intègre un store qui est externe à tous les composants. Donc chaque composant va venir l'utiliser, donc s'il en a besoin, bien entendu, s'il a besoin de gérer un état. Et la remontée d'informations s'effectue par une modification en direct sur le store qui viendra donc se déverser sur tous les composants par leur utilisation. Du coup, qu'est-ce qu'un gestionnaire d'état? Grosso modo, c'est un nouveau pattern. Enfin, nouveau pattern, c'est pas si nouveau que ça, mais ça, je laisserai mes petits copains les présenter. Et c'est différent du pattern MVC. On peut penser que c'est similaire, enfin, c'est vraiment similaire sur le principe. C'est pas tout à fait la même chose dans le sens où, si on compare les deux schémas que je vous ai apposés, on a le MVC qui est bidirectionnel, typiquement. Donc ça, c'est une des principales différences, comparé au pattern store qui va, lui, être unidirectionnel, donc notamment avec l'architecture Redux. Donc là, je laisserai Stéphane approfondir le sujet un peu plus tard, notamment par rapport à Redux. Et est-ce que j'ai besoin d'utiliser un gestionnaire d'état? Là, sur la doc React, ils répondent très, très, très bien. Donc, c'est peut-être. Donc, bon courage. Et on va essayer d'y répondre, du coup, à la suite de notre présentation, justement, sur les différents points qu'on a pu creuser. Et là, je passe la main à Stéphane. Ouais, on a différents types de gestionnaires d'état. Ça, c'est un schéma que j'ai repris de Jack Harrington. C'est un spécialiste front, un américain, un peu, et qui lui il a fait à peu près 4 catégories de gestionnaires d'état, même si ce n'est pas forcément cloisonné comme ça. On a 4 petits rectangles comme ça. On a les gestionnaires d'état dits réactifs.
comme Akita qui sont basés sur RxJS principalement. Et là, je vous renvoie à l'excellent Miditech Angular sur RxJS. Après, on a la version atomique. C'est un peu les nouveaux types de gestionnaires d'état que va vous présenter Noé tout à l'heure. Ensuite, on a les gestionnaires d'état unidirectionnels à la Redux, donc qui reprend un peu les méthodes de Flux. Et on a aussi Zustorm qui marche plutôt pas mal en ce moment, qui reprend la logique Redux. Et à contrario, on a une logique bidirectionnelle avec Mobix et Valshow, Mobix qu'on connaît pas mal. En dessous, on a mis une couche qui s'appelle API+, c'est une couche qui va vous rendre disponible des données, mais qui ne sont pas vraiment des gestionnaires d'état. C'est le cas de React Router, mais c'est surtout le cas de React Query et Apollo Client qui vont en fait vous faciliter les requêtes dans React et va vous mettre à disposition un état global lié à cette requête et qui sera accessible partout dans vos composants. Et ça, c'est ce que Loïc va vous présenter tout à l'heure. Et ensuite, on a les hooks, donc les use state, les use reducers, quand c'est un peu plus, on a un peu plus de changements, les use effect, les use memo pour gérer le côté asynchrone. On a le use context qui va un peu rendre à disposition ces petits hooks n'importe où dans les composants. Et le use context va être présenté par Vincent tout de suite. Merci. Alors, les contextes, on en a brièvement parlé au Miditech précédent sur React. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'implémentation, mais plus partager un peu la philosophie autour de l'utilisation de cet outil, de cette API, React même, je dirais plutôt. Du coup, les contextes, ça permet de partager un contexte, voilà, donc qui porte très bien son nom, entre plusieurs composants. Donc, c'est typiquement ce qu'on cherche à réaliser avec la gestion des étapes, notamment. Et le petit point noir, même on peut dire c'est un petit point noir, ça rafraîchit les différents composants qui utilisent ce contexte. Donc, vous me direz, c'est ce qu'on veut, on en reparle après sur les pro-comptes, mais voilà, il y a des effets de bord qui vont pas trop nous plaire et notamment qui vont demander une rigueur d'implémentation. Les avantages du coup de cette API, c'est que c'est natif à React, donc on n'a pas besoin d'intégrer une lib externe, on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose en plus que React ou que les différentes API que React propose. Ça force à découper ces stores. Donc, grosso modo, c'est ce que je disais, étant donné que le contexte, l'API contexte vient faire un re-render de tous les composants qui utilisent le contexte, donc qui fait un use context notamment, comme on a pu vous le présenter. Dans ce cas-là, ça peut devenir très très contraignant quand notre store est conséquent. Et donc du coup, si on fait un store unique comme peut le faire Redux, ça va tout de suite apporter des lenteurs. Donc du coup, ça force forcément à découper ces stores et on est plus sur une approche atomique. Donc on va avoir plusieurs stores, plusieurs contextes, je veux dire, qui vont nous permettre de découper l'application. Ça force également à dissocier l'état local de l'état global, donc en fait à pousser les fonctionnalités de React. Et il a un DevTool qui lui est propre, donc on n'a pas besoin de passer par un DevTool externe à l'API. En termes d'inconvénients, ce que je vous disais, ça rafraîchit vraiment toute la structure des composants qui utilisent le contexte. Ça cause forcément des soucis de lenteur à partir du moment où ça devient trop conséquent, et il y a beaucoup d'implications de providers, comme je vous le montre sur la slide juste après. Donc voilà, là, c'est des petits exemples de comment on implémente et comment on utilise les contextes, notamment les providers. Les providers, il faut les voir comme la portée du contexte au niveau de React. Donc en fait, tout ce qui va être inclus dans ce provider aura accès au contexte et pourra consommer notamment les différentes données de ce contexte. Donc là, comme on peut le voir sur la gauche, on voit qu'on a des imbrications de providers et ça peut être très problématique au fur et à mesure que l'application grossit. Donc, ça demande vraiment une rigueur d'implémentation. Et là, c'est une petite présentation du DevTool. J'ai rajouté ça assez rapidement parce que tous mes petits copains, ils l'ont fait. Et donc, du coup, je ne voulais pas être le seul à ne pas avoir mon DevTool. Donc, voilà pour les contextes. On en reparlera, je pense, par la suite, de toute manière. Et je passe la main à Loïc. OK. Moi, du coup, je ne vais pas vous parler d'un store à proprement parler, mais de ce qui peut constituer la couche API+, que Stéphane a présenté.
Alors, Ray-Query ne se définit pas comme un store, mais comme un gestionnaire d'état asynchrone. Cela dit, ça va pouvoir recouvrir parfois les mêmes besoins. Donc, c'est quelque chose qui date de mai 2020. On est actuellement à la V3. Et c'est de celle-là dont je vais parler. À savoir que c'est une lib qui a été développée par quelqu'un de très présent dans l'écosystème React, qui est Tamer Mouché, qui a fait Reactable, React Enfin, quand on fait du React, en général, on connaît un peu le bonhomme. Alors, non, ça va aller. Alors, sans React Query, on a tendance à mettre l'état local, l'état client de son app au même titre, au même niveau que son état de données qui proviennent du serveur. Donc là, c'est un peu une schématisation. On voit que dans l'état global, on a des données clients, genre le thème, des choses comme ça, et des données serveurs qui vont être le contenu de l'application. Pourtant, ça ne fait pas forcément sens de mettre l'état client et l'état serveur au même niveau parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes problématiques. L'état client, il est synchrone, on a la main dessus complètement, alors que l'état serveur, c'est juste un snapshot d'un pool de données dont on n'est pas propriétaire, a priori. En plus de ça, l'accès aux données serveurs est souvent asynchrone, même toujours asynchrone. Donc, ça fait sens de les traiter de manière différente. Là, on a une illustration de ce que peut proposer React Query, c'est d'agir en tant qu'interface pour tout ce qui est données asynchrones dans notre app, tandis que les données clients vont être gérées séparément, soit sans store, soit avec un store qui peut être contexte, voire Redux si jamais l'application le nécessite. Mais on se rend souvent compte que React Query, parfois, suffit à se passer de store. React Query, directement préconfiguré pour offrir beaucoup de services. Il y a une grosse couche d'abstraction qui va nous permettre d'automatiquement éviter d'avoir des duplications de requêtes. Si on a plusieurs requêtes similaires en parallèle, il va en exécuter qu'une seule. De faire beaucoup d'optimisation en arrière-plan, de faire des refetch, toutes ces choses-là, mais aussi va nous permettre d'écrire directement dans le cache, afin d'améliorer l'expérience client. C'est vraiment ça qui est au centre de React Query, c'est l'utilisateur doit vraiment avoir une expérience la meilleure possible, la plus rapide possible, même si les conditions externes, comme la connexion, etc., ne le permettent pas forcément normalement. Donc, comment, en fait, ça va s'exprimer, React Query? Ça va se transposer sous forme de hook pour ce qui est des requêtes, qui s'appelle le use query, qui va avoir besoin de deux choses. Une clé unique, qui peut être en fait un tableau de clés uniques, on peut en avoir plusieurs, et une fonction qui renvoie une promesse. Donc, ce n'est pas React Query qui va faire les requêtes. On a besoin, par exemple, d'utiliser Axios ou juste un fetch. Par contre, elle va derrière prendre le relais pour gérer les données et les réponses de cette promesse. Donc, droite sur les composants, donc on voit qu'on a un hook qu'on crée, use-to-do, qu'on crée à partir de use-query avec une clé to-do et un fetch-to-do qui est juste un Axios de to-do. Et on a deux composants, composant 1 et component 2, qui vont avoir accès aux données de la to-do en appelant juste le use-to-do. Et ces données-là, en fait, elles sont persistantes. C'est-à-dire que si on modifie le data des to-do, les deux composants verront cette modification et pourront réagir directement. Donc, on voit que le component 1 et le component 2 ne prennent pas de propre, mais ont pourtant accès à cette donnée-là. UseQuery donc, vient avec beaucoup d'options. Là, j'en ai mis quelques-unes. Donc, on peut faire en sorte d'activer ou non une query selon certaines conditions. Si on veut chaîner, par exemple, des queries de manière conditionnelle, on peut le faire grâce à ça. On a effectivement pas mal de méthodes qui nous permettent de faire des effets de bord sur les queries. On peut avoir du data placeholder dans le cas où on est en ligne. On peut définir un refetch intervalle et aussi faire en sorte qu'on fasse un refetch quand l'écran est en focus ou non. Et aussi définir le style time. Donc ça, c'est un concept qui est très important dans React Query. C'est-à-dire que le style time, ça va dire à quel point les données qu'on a récupérées, parce que quand React Query récupère des données, il va les mettre dans le cache. Et en fait, il va les considérer fraîches jusqu'à un certain moment. Et tant qu'une donnée est fraîche, quand il aura besoin de ces données, il ne va pas aller faire une requête au serveur. Il va aller se nourrir dans le cache directement, ce qui fait qu'on va avoir une opération synchrone, et qui sera donc instantanée. Et ce style time-là, on peut le définir. On peut dire que c'est 1 seconde, 10 secondes, 20, 30 secondes, en fonction des données qu'on va avoir.
parce qu'on ne va pas gérer de la même façon les données d'un dashboard qui est censé être live et les données d'un tableau en fait, de données qui sont plus ouvertes, on va dire, qui vont moins changer dans le temps. Donc, ces options-là, on peut soit les définir par défaut pour toutes les queries, soit granulairement les définir dans chaque hook de nos données. Donc ça, c'était pour avoir accès aux données. Pour ce qui est des mutations, on va avoir un deuxième hook qui est fourni par React Query, c'est useMutation. Donc ça fonctionne un peu de la même façon. On va pouvoir du coup lui définir des side effects, mais aussi quelque chose de très intéressant, il va nous permettre, dans ces side effects-là, d'écrire directement dans le cache. C'est ce qui va nous permettre de faire des optimistic updates, des mises à jour optimistes. Je ne sais pas si ça vous parle. Personne n'a déjà entendu parler de ça? Moi, oui. Ah oui, bah oui, parce que je fais la publicité de ça depuis longtemps. C'est quelque chose de très intéressant et qui est vraiment mis en avant dans le domaine du front-end. Ça va permettre, je vais expliquer ce que c'est, de faire en sorte que quand un utilisateur va faire une mutation, d'avoir en fait le résultat directement de manière synchrone dans l'application avant même d'avoir écrit sur le serveur. Et de partir du principe que ça va bien se passer. Et que si ça passe mal, eh ben, on revient en arrière. Ce qui fait que d'un point de vue client, on a vraiment l'impression d'être en local alors qu'on on écrit bien sur le serveur. Et donc, si ça se passe mal, il y a un comportement qui n'est pas du tout souhaitable parce qu'on voit quelque chose apparaître et redisparaître. Mais comme son nom l'indique, c'est optimistic update. Donc, on part du principe que ça va bien se passer. Donc là, le petit schéma, donc, quand un utilisateur veut ajouter une nouvelle tâche, par exemple, on va manuellement mettre à jour le cache. Et en parallèle, on va faire une requête, on va faire la mutation, on va voir si ça s'est bien passé. Si oui, on va invalider la query donc, qui correspond à cette tâche. Ça veut dire qu'on va dire à React Query que cette query-là, elle est dépassée, et donc il va falloir le refetcher, et tous les éléments de l'application qui se nourrissaient de ces données-là seront mis à jour par conséquent. Et si jamais ça s'est mal passé, on va dire qu'on invalide la query et on revient à l'état précédent du cache. Donc, on a aussi des DevTools. Et donc, juste pour illustrer un peu comment ça se retranscrit dans le code, je vais vous montrer une to-do list. Donc là, je ne vais pas trop montrer de code. On est sur une to-do list faite de manière vraiment classique et pas très maligne avec React, en gérant des états locaux. Et donc là, j'ai mis donc, des conditions réseau de 3G lentes. Donc, c'est du throttling. Donc là, si jamais je veux ajouter une tâche, ça charge. Je vois à droite que j'ai écrit. Et ensuite, je vais refetcher et je réaffiche tout. Et si jamais je veux supprimer, on envoie l'invitation de delete. Ensuite, on va chercher toutes les to-dos et ça revient. Si jamais je refais la même opération avec React Query, si jamais j'ajoute quelque chose ici, alors là, je vais tout rechercher. Donc, si j'ajoute une tâche ici, je vois que c'est automatique. Mais il se passe quand même des choses ici. Donc là, ça s'est bien passé. Il a du coup invalidé la query to-dos. Mais d'un point de vue utilisateur, c'est vraiment automatique. Alors que j'ai des conditions de réseau qui sont abominables. Et du coup, à la fin du succès, il fait quand même quelque chose ou pas? Oui, à la fin du succès, il va quand même dire cette requête, enfin tout le pool de données des to-do est périmé. Donc tu vas me le rechercher et il va mettre à jour. En fait, il va vérifier que le cache et en fait, il est bien en accord avec ce qu'on a dans le serveur. Mais tout ça, ça se fait dans le background et du coup, ça n'a aucun impact sur l'expérience utilisateur. De la même façon, on peut aussi décider, et d'ailleurs dans le debugger, on peut voir ce qui est intéressant, c'est ici le stale. Donc là, j'ai ma query task, je peux voir le contenu de mon state finalement. Et state, c'est-à-dire que là, ma query, elle est périmée. Si j'ajoute quelque chose d'autre, là, je vois qu'elle est fraîche. Et tant qu'elle est fraîche, eh bien, si j'ai besoin de ces données-là, je n'irai pas les refresher dans le serveur. Et là, au bout de 3 secondes, parce que c'est ce que j'ai défini, elle devient périmée. Mais je pourrais très bien mettre 10 secondes, genre 30 minutes, ou quoi que ce soit. Voilà pour de petites démonstrations. Et d'un point de vue boilerplate, ça offre beaucoup d'outils, ça offre beaucoup d'abstractions, qui fait qu'en quelques lignes de code, on a vraiment une gestion
très intelligente de l'état asynchrone. Après, il faut savoir que les réglages par défaut sont très conservateurs, on fait beaucoup de requêtes, mais on peut affiner en fonction de nos besoins pour vraiment jamais quasiment embêter le serveur si nécessaire et avoir une expérience client qui est presque synchrone. Et ça, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est vraiment très très intéressant. Je vais maintenant laisser meubler Stéphane, le temps que je fasse sur la... Oui, tout à fait. Oui, je vais juste une dernière question. Ouais. Je ne sais pas si c'était ta question, Mathieu. Je sais pas si c'était... Tu m'entends là, je pense. Est-ce qu'il y a un boot qui est renvoyé quand la requête est OK, justement? Je ne sais pas si c'est ça ta question. Ah, Alors, est-ce que tu as un événement qui est remonté en mode c'est OK? oui, ouais, tu as un effet de bord. Tu peux mettre ton nouvel objet, mettre un petit loading et puis après mettre une petite croix en mode c'est bon, c'est OK. Oui, bien sûr. En fait, tu dans ta requête, donc après, tu en fonction de ce qui se passe. Ouais, mais du coup, tu as un événement qui est popé quand c'est OK et quand c'est KO. En fait, quand tu vas faire ta requête, tu as un ensemble de booléens qui va te dire est-ce que c'est en train de fetching, est-ce que c'est en train de loader, Okay. est-ce qu'il y a une erreur. Et derrière, tu peux avoir accès à beaucoup plus de données. Okay. Et du coup, même quand tu as une erreur, ce qui est intéressant, c'est qu'il va quand même te présenter des données, mais des données en fait du cache qui étaient précédemment valables. Mais tu as quand même une erreur. Donc tu peux avoir le choix entre afficher des données quand même, dire qu'il y a une erreur. Et du coup, tu peux vraiment beaucoup plus affiner granulairement l'expérience utilisateur là-dessus, en fonction de est-ce que c'est grave de vous montrer des données périmées ou pas. Et tu peux, si tu n'as pas de réseau, proposer des données. Ouais. Et il y a toute une caisse à outils aussi qui est disponible pour, si jamais il n'y a pas de réseau, d'avoir une expérience offline sur ton application, en donnant des placeholder data, en faisant en sorte que le cache en fait, il survive très longtemps, des choses comme ça. Il y a une conciliation le réseau, tu la gères. Alors en fait, tu peux la gérer. Alors de base, ce qui va se passer, c'est que sans état de chargement, tu vas avoir les données changer directement comme ça, subitement. Mais tu peux l'affiner finement parce qu'en fait, tu sais toujours ce qui se passe. Tu sais si tu as une erreur, tu sais si jamais tu as des données fraîches, et tu sais en fait ce qui se passe, tu sais si c'est en train de fetcher. Donc, tu peux te faire ton expérience utilisateur custom parce que tu sais exactement ce qui se passe chez Rectory, tu sais l'état, tu sais tes données si elles sont fraîches ou pas. Donc à ce niveau-là, il te replaque tout et ça s'affiche directement. Mais si tu veux mettre des petits loadings, des petits spinners ou mettre des petits flags en disant que c'est update. La lecture, Pardon ? pas d'écrire le store localement, déconnecté. Ah oui, alors pour les mutations, je ne sais pas. C'est une bonne question. Tu peux toujours écrire dans ton cache. Mais après, je ne sais pas si tu peux stacker les mutations et après les envoyer quand elle a que. C'est une bonne question. On va regarder. Du coup, ça marche bien avec WebSocket aussi? Alors, ça marche avec WebSocket. Je sais qu'il y a tout un volet dans la documentation là-dessus, mais je n'ai pas été creusé plus loin. Je reste assez généraliste. Mais c'est presque devenu un incontournable dans l'écosystème React, sachant qu'il est tout à fait conciliable avec un autre store, enfin un store tout court, si on a un état local, enfin un client qui est important. Comme Sacra, tu sais que tu n'imagines pas faire ça, par exemple. Du coup, je te mets. Tu voulais pas une autre, tout ça? Bah, si, ça pose pas. Du coup, on va passer sur Redux, mais avant, lui, il avait une dernière slide, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on va essayer d'être assez rapide, parce que du coup, on voulait montrer pas mal de stores, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est toute la bataille qui est autour. C'est vrai qu'on a, d'un côté, on a un store Redux qui veut tout faire et qui a en plus un DevTool qui est vraiment excellent, mais qui c'est une boilerplate incroyable. C'est dès qu'on veut changer, muter une donnée, enfin changer son state, c'est vraiment pour mettre à jour 5 fichiers, écrire 20 lignes de code. Là, il y a juste 2 hooks qu'on va paramétrer et c'est proche de la magie quand on met en place React Hooks et qu'on voit à quel point ça fonctionne proprement dès le début. C'est assez incroyable. Alors, il faut voir bien sûr la taille des applications, comment ça peut scaler, etc. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment, avec une bonne organisation, on peut être pris à défaut avec React. Ce qu'il faut souligner, c'est que React, ce n'est pas un gestionnaire d'état. C'est-à-dire que derrière, si tu as un gros état client, si tu as un formulaire, tu vas être obligé de conjuguer ça avec un contexte. Et on va se retrouver. C'est un gestionnaire d'état asynchrone et il ne faut surtout pas s'amuser à en dessous. C'est ça. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible d'utiliser Rectory et Redux que ce n'est pas de manière proposée.
moi, je vais donner le change sur Redux et je vais vous montrer pourquoi Redux c'est hyper cool. Et j'ai fait une petite. Mon petit leitmotiv, Jean-Claude. Je suis obligé de laisser le Redux, c'est quoi? Ça a été créé en 2015 par Dan Abramov, qui décrit comme un conteneur à état prévisible. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le côté prévisible de votre état. C'est-à-dire que grâce à Redux, on va savoir en temps réel notre application, l'état de notre application. On va savoir l'état de notre application il y a 5 secondes, il y a 40 actions, ou on pourra même la prédire en fonction des actions qui vont venir. Ça a été inspiré par Flux et ça a été créé en 2015. Et je vous ai mis un petit schéma en bas à droite qui représente le côté unidirectionnel. On a mentionné tout à l'heure des flots de données. Alors, il y a 3 grands principes dans Redux. Il y a le premier point, c'est une seule source de vérité, c'est-à-dire que tout l'état de votre application sera stocké dans un seul gros objet qui s'appelle le store. Il y a le deuxième point, c'est le state is read-only, c'est-à-dire que la seule façon de changer votre état, ça sera d'émettre une action. Et une action, c'est quoi? C'est un objet qui va décrire la façon dont vous voulez transformer votre état. Et le troisième point, le troisième point, les changements sont faits à l'aide des fonctions pures et à l'aide de réducteurs. Un réducteur, c'est quoi? C'est une fonction qui va prendre en argument votre état actuel et une action qui va arriver, qui va être dispatchée. Et en fonction de votre action et de l'état actuel, il va transformer cet état et va retourner un nouvel état qui va prendre la place de l'état précédent. Bon, tout simplement. Alors ici, on a un petit schéma. Je vais me lever quand même. Je vais parler fort. On a notre UI, notre petite application. L'utilisateur va appuyer sur un bouton. Il va déclencher une action. Une action, c'est quoi? C'est un objet qui va décrire ce qu'on fait. On va ajouter dans notre panier un objet. Donc là, avec son payload, ce sera un identifiant et la quantité. L'action va donc être dispatchée. Elle va arriver dans un reducer. Dans la reducer, on retrouve notre état et notre action. Et en fonction de l'action, on va retourner un nouvel état avec notre chargement en plus ici. Le reducer va du coup muter, changer notre store, le transformer, enfin le remplacer. Et le store va du coup mettre à jour notre UI en fonction des props qu'on va distribuer sur nos composants. Voilà. Il y a un deuxième schéma qui me semble pas mal, parce que là, c'est bien, mais le problème de Redux, c'est que ça gère que la mutation de l'état va être gérée que par des fonctions pures, et du coup, on ne peut pas gérer les effets de bord avec Redux. Et donc, on a une couche qui va arriver avant d'arriver sur les réducteurs, qui s'appelle la couche des middleware. On peut mettre autant de middleware qu'on veut dans Redux. Donc, une fois qu'on va dispatcher notre action, l'action, elle va arriver avant d'arriver dans notre reducer et dans nos réducteurs, elle va passer par les middleware. Les middleware va capter l'action et en fonction du type de l'action, si c'est fetch to do, on va aller fetcher nos to do. Et en fonction de la réponse, je vais pouvoir soit continuer le flow de l'action, soit dispatcher une nouvelle action d'erreur ou une action par exemple, nourrir notre store. L'action va arriver ici et en fonction de l'état précédent et de l'action qui arrive, il va retourner un nouvel état qui va remplacer l'état global. Et après, l'UI va se mettre à jour. Voilà globalement comment ça marche. Alors, c'est là où, normalement, j'aurais dû vous montrer le code avant. Le problème de Redux. Là, j'ai fait une implémentation que je vais vous montrer. Et c'est le Redux à l'ancienne manière, c'est-à-dire que c'est le Redux en 2018. Et on va voir que c'est compliqué. Alors, je vais vous montrer rapidement parce que l'idée, c'est pas qu'on reste 2 heures dessus. En gros, on a un provider là qui va englober notre app et on va lui fournir le store. Donc, on rappelle, hein, Redux, c'est une seule source de vérité. Donc, c'est lui qui va indiquer tout l'état global de notre application. J'ai un dossier store
Alors, encore une fois, je le rappelle, on ne fait plus du tout ça maintenant. Enfin, il y a encore beaucoup de boîtes qui le font, mais à l'heure actuelle, si on fait du Redux, on ne ferait plus du tout comme ça. Mais ça me semblait intéressant de montrer comment on faisait avant. On a un dossier avec notre store. Ici, on va créer, on a une fonction qui va créer notre store et on va ici ajouter dans notre store les reducers. Alors, on peut y avoir autant de reducers qu'on veut. Hein. On verra après pour la suite. Et après, on a le branchement de nos middleware, donc ce qui va gérer le côté asynchrone. Un reducer, c'est quoi? Tout doux. Eh ben, c'est tout simplement une fonction qui va prendre un état et une action, et en fonction de l'action, elle va retourner un nouvel état. Voilà, c'est tout simple. On a la même chose. Là, j'ai choisi de séparer les to-do de l'UI. On voit que j'ai même géré les inputs dedans. Donc, on voit que ça peut vite devenir lourd parce que là, c'est juste une to-do. Et donc, les reducers, après, vont être composés, ils vont être combinés dans un combine reducer. Et en fait, on peut avoir autant de reducers que possible. Et c'est pas rare d'en avoir vraiment pas mal. Le côté asynchrone, il est géré dans les middleware ici. C'est quoi hein, le middleware? C'est une fonction qui retourne une fonction qui retourne une fonction. La triple fléchée, elle est sympa. Donc, ça, c'est pareil, c'est géré de manière custom, mais en règle générale, on prend une librairie annexe, on prend du Redux Tunk pour gérer la synchronie, c'est quand même beaucoup plus facile. Ou alors, on prend du Saga. Et là, on peut faire des sagas côté front. Et c'est plutôt pas mal, mais on ne va pas en parler là. Et donc là, en fonction des actions, des types d'actions, eh ben, on va effectuer les opérations, on va dispatcher les actions qu'on désire. Après, de manière conventionnelle, on a un dossier action avec des action types, c'est juste des constantes qui vont nommer nos actions, et des actions de créateur. C'est les fonctions qui vont, enfin, c'est le fichier où on va créer nos actions. Donc ça, c'est une partie du boilerplate, mais ce n'est pas tout. On a une autre partie du boilerplate, ce sont les conteneurs, c'est-à-dire que on va rendre tous nos composants idiots, dump, et du coup, on va créer des conteneurs sur chaque composant qui a besoin d'une donnée du store. Donc, pour chaque composant, vous allez créer un petit container et vous allez lui passer des props, que ce soit des fonctions, des actions à dispatcher ou des états, enfin des morceaux de votre état général. Donc voilà, on va se retrouver avec des fonctions connect là, qui est fournie par Redux et qui va du coup enrober tous nos composants. Et après, ça va nous permettre de choisir ce qu'on veut de notre store en fait. Et derrière, le composant, eh ben, il récupère juste ses props et puis il fait son job, quoi. Du coup, on enlève toute la logique d'état des composants. Voilà, alors le truc qui était. Je ne sais pas si on l'a lancé. Tu l'as lancé Il est lancé. Je cherchais ton petit Chrome. Et lui, ton petit Chrome. Il est dans la presse. Mais il faut que tu enlèves la presse. Ah, il faut que j'enlève la presse. Ah ouais, il faut que j'enlève le scrolling parce que là. Tu n'auras pas les mêmes performances avec Comment je lève le truc? Comment je. Tu l'élargisses encore un peu. Tu quoi? Il y a une petite flèche sur le côté. Ouais, c'est là où il y a marqué 3G. Ah oui, aucune limitation. Voilà. Donc, quand on parle de Redux, voilà, on a toujours ce sentiment que ça fait beaucoup de boilerplate pour pas grand-chose. Mais pourquoi on n'a pas autant d'applications sous Redux? Eh ben, parce que l'état est facilement lisible. C'est-à-dire qu'on peut prédire notre état, on peut facilement le tester. Et ceci, c'est aussi grâce à la DevTools de Redux qu'on voit ici, qui est plutôt hyper intéressante. Et moi, j'ai le cas sur Seitra où on a beaucoup de formulaires. Donc, on a un gros état client qu'on doit des fois répéter, des scénarios qu'on doit des fois répéter pour débugger. Et avec
cette DevTool-là, eh ben, on peut facilement débugger tout simplement notre état client. On peut, par exemple, là, on a une timeline, on peut rembobiner et savoir chaque action, et on voit les titres des actions, donc on voit exactement ce qui s'est passé. On voit que chaque caractère, il y a eu une modification. Si à un moment, j'ai rempli 40 formulaires, j'en peux plus de la vie, et je ne comprends pas ce qu'il y a, ben, si je veux, je peux exporter mon état en JSON et l'envoyer à Dridri pour qu'il me corrige le bug. Et ça, c'est quand même pas mal. Enfin, je vois, moi, sur ces traces, ça m'aurait vraiment sauvé la vie de devoir retaper les 40 formulaires. On perd un temps incroyable. Donc, tout ça pour résumer, c'est le temps qu'on perd au début du boilerplate, on le récupère derrière. Dans le cas d'une grosse appli, en tout cas, on le récupère vraiment derrière. Il y a pas mal d'options. Il y a, alors, je ne l'ai pas activé, la stack trace, mais c'est ce qui va… En fait, il va tracer tout le passage des actions dans les middleware. Ça, c'est intéressant. On a des templates de test préconfigurés pour JS, pour Mocha, pour ce qu'on veut. Derrière, on peut taper directement une action. Là, on peut dispatcher une action si on veut directement. Alors, par contre, on va taper directement une action ici pour dispatcher l'action. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès. Enfin, bref. Ah ouais, il faudra peut-être retourner en live. On peut dispatcher des actions. On a une visualisation de notre état en live. C'est vraiment extraordinaire. Pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la grosse force de Redux, grâce aux actions, c'est de rendre ça hyper lisible. Alors, tiens, je veux bien que tu repasses le RT catégorie. Cool. Donc ça, c'est super, mais on se rend compte que à l'utilisation, c'est vraiment fastidieux et long. Et il y a React Query qui est sorti, c'est sorti en quelle année, React Query? React Query en 2020. 2020. Ensuite, on a eu Mobix qui est sorti avec beaucoup moins de boilerplate, et du coup, Redux s'est mis un peu à rechercher une solution pour que ce soit moins chiant, clairement. Et ils ont sorti en 2020 RTK. Et Redux Toolkit, depuis 2020, ça commence à prendre pas mal d'ampleur, ça marche plutôt pas mal, et ça solutionne quoi? Ça nous donne pas mal de… Ils ont appuyé sur quelques modifications. Je veux que tu passes à là. Le premier but, c'est retirer le maximum de boilerplate. On va voir que là, pour le coup, on arrête les HOC, on arrête tout ce qui est reducer. Enfin, on va garder le même principe de reducer et d'action, mais ça va être beaucoup plus simple à configurer. On aura la possibilité de muter le state directement grâce à la librairie Immer, mais ça, c'est une librairie qu'on retrouve dans pas mal de gestionnaires d'état maintenant. Et du coup, on va éviter dans le réduceur d'avoir du spread de partout. On va pouvoir muter directement notre state. Donc ça, pareil, on a une grosse simplification au niveau des réduceurs. On a une gestion interne du data fetching avec RTK Query. C'est un petit complément qui est interne dans RTK, dans Redux Toolkit. Et c'est très, très proche du React Query. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer les optimistic updates. On va pouvoir gérer nos requêtes. C'est vraiment très semblable à React Query, mais tout en gardant notre aspect store global. Je vous rappelle, c'est toujours une seule source de vérité. C'est juste un middleware en plus qu'on va brancher. Mais on peut l'accompagner de Saga à côté ou de custom middleware à côté. On peut faire autant de choses qu'on veut. Et c'est toujours Redux. Alors, je n'aurais pas dû passer cette slide-là, mais c'est pas grave. Je vais montrer le code. Non, mais t'inquiète. Je vais le faire vite fait, mais c'est juste pour montrer le boilerplate en moins qu'on a. Index. Alors, là, je pense. On va avoir, pareil, notre provider avec notre store, une fonction de… Que d'accident aujourd'hui. Ça va? Oui, je suis toi. Toujours une fonction de création de store où on va pouvoir mettre nos reducers. On voit qu'ici, on a dissocié la requête des to-do et le slice, en fait, la tranche d'état de notre UI.
Et derrière, on a un petit dossier store. Et ben là, on voit que c'est plus du tout la même chose. On n'a plus d'actions, on n'a plus de high order component. On a juste des créations de tranches d'état où dedans, on va mettre le change field, en fait, devient notre fonction, notre action. On voit ici qu'on peut muter directement notre state. On n'est plus obligé de remplacer l'état. Et pour la configuration du store, là, c'est exactement la même manière que React Query. On construit une query, on construit après les mutations et on peut faire l'optimistique. On a un cycle de vie de la requête, on peut faire nos modifications derrière. Comment après on va récupérer comment derrière on va récupérer nos données? Et bien pareil, on a des hooks qui sont prévus pour récupérer la query, toutes les données, c'est-à-dire les datas, le fait que ce soit en erreur ou au chargement. Ça, c'était une manière, on avait déjà une évolution de Redux après, à la sortie des hooks de React, c'était le useSelector et le useDispatch qui déjà nous permettaient de nous passer des containers et du connect. Et donc ça nous avait déjà bien simplifié la vie. Mais là, avec le RTK, on a diminué vraiment de 10 fois le code. En gros, c'est vraiment le grand écart par rapport au Redux classique. Voilà, c'était la partie Redux. Moi, j'avais fait un peu de Redux à la base en mode à l'ancienne, et c'était vraiment hyper fastidieux, mais pour le coup, on gagnait sur des applications assez grosses. Franchement, on gagnait. On ne peut pas se tromper avec Redux. C'est ça vraiment la grosse force. C'était un enfer. Comment? C'était un enfer, Redux. C'était un enfer. Mais pourquoi tout le monde l'utilisait? C'est ça la question. Et la question, la réponse, elle est toute trouvée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper avec Redux. Et le côté négatif qu'on avait avec le maximum de boilerplate, ça, c'est fonctionné avec RTK. Voilà. Je pense parce que aussi les gens ne voyaient pas trop l'intérêt du pattern flow en fait. En fait, c'est un pattern qui est là pour faire des choses. En fait, c'est pas juste. C'est ça qui t'inquiète beaucoup de boilerplate. Ouais, tout à fait. J'ai une question un peu naïve peut-être, qui ne connaît pas trop le front et tout sur la gestion avec Redux, mais sur l'histoire de store global avec l'État, c'est comment ça se passe quand ta source de vérité derrière, elle doit parler à plusieurs trucs différents, genre je sais pas, un back, une API, une base de données derrière, qui a plein de choses différentes comme ça qui composent entre guillemets ton store. Et comment ça se passe aussi si tu as vraiment une grosse appli où le gestionnaire d'état qui est tout seul, il doit vraiment gérer plein de trucs. Est-ce qu'il le gère bien et comment ça se passe? Alors peut-être que ouais, ça gère bien. Tu vas passer par des middleware, mais par contre, tu vas en avoir beaucoup. Ça gère beaucoup. Tu peux en faire plusieurs, faire des sous-stores, des sous-machins. Okay. En fait, tes reducers, tu as un seul store, mais derrière, tu as des reducers et ça, tu vas du coup pouvoir découper ton objet en sous-objets, en il est alimenté par plein de trucs derrière différents. Voilà, pour la partie Redux. Donc, pendant longtemps, dans la sphère directe, la gestion des états, c'était le contexte et c'était Redux. Bien pompeux. Encore super utilisé. Qui est encore super utilisé, mais du coup, de ça, il y avait un besoin de simplification qui est né et la simplification dans React aussi, elle est arrivée aussi avec les hooks, parce qu'avant, c'était plus compliqué, les composants de classe et tout. Donc, il y a eu un peu la double vague. Donc, il y en a plein qui sont arrivés. Il y a même pas tous qui sont là. Il y en a vraiment beaucoup. Dont le but, c'était de simplifier la gestion de l'État. J'ai mis des petits exemples là de tous, enfin de certains. Donc, en premier, la Recoil là-bas, créé par Facebook. Donc, React, c'est créé par Facebook. Donc, on pourrait se dire que c'est pas mal à utiliser. Ça reste dans la même veine, un API très limité avec des trucs qui ressemblent énormément au good state. Hein. C'est use recoil state, mais ça s'utilise pareil. Et cette définition-là, c'est créé dans un autre fichier loin importé où on veut pas. Jotai qui ressemble énormément, hein. Même le même mot, atome. Donc ces deux-là, c'est des gestionnaires de store atomiques ou pour
un composant et ses sous-composants, par exemple un bout de dashboard avec plein de configurations. Ça gère son état et puis les sous-composants vont chercher ces trucs et puis ça fait les actions. Zustand qui est arrivé à peut-être avant le RTK, je ne sais pas, mais qui reprend la veine de Redux en tout cas, de l'idée d'un store tout en haut qui fait tout, même si avec Zustand on peut faire plusieurs stores qui font, même avec Redux, je pense qu'on peut faire plusieurs stores, mais c'est plus compliqué. Un état, des actions. Et ensuite, dans le composant, on va sélectionner les parties du store qu'on veut utiliser. Et Valtio, qui est un peu différent de tous les autres, puisque lui, il est implémenté avec des proxys JavaScript, donc des trucs qui enveloppent des objets, et ce qui permet de détecter quand est-ce qu'il y a des modifications qui sont faites. Et ça permet d'avoir une boilerplate vraiment très très réduite, puisque pour faire des mutations, eh bien, on va modifier l'objet comme si c'était du JavaScript de base. Pour aller lire les données, il faut encapsuler quand même pour dire qu'il faut réagir à la modification. Mais c'est tout. Dans les inconvénients de tout cela, mon Zustand et Valtio, pas trop d'inconvénients, c'est très simple à utiliser et c'est très modulable. Recoil, Jotai, surtout Jotai, c'est très verbeux. Et aussi, il y a beaucoup d'options. Et la gestion de la synchrone, c'est fait avec Suspense, qui est une nouvelle fonctionnalité de React qui est censée arriver depuis 2 ans, mais qui est toujours en bêta. Et que, voilà. Donc, il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Voilà pour tout ça. Un petit récap. Donc, tous ces stores, bien sûr, le rôle, c'est d'extraire la responsabilité de la gestion des données en dehors des composants. Ils ont tous les mêmes rôles. Donc, ils ont un store, des actions, des mutations. Je ne vais pas montrer là, mais il y a de la composition aussi où on peut créer des états en fonction des états qui existent déjà. Et toutes les modifications sont répercutées. La verbosité plus ou moins grande. Et tous sont très simples à utiliser. Mais par contre, du coup, ça implique que derrière, il faut être organisé. Alors que, par exemple, le Redux, il te force à tout séparer. Et là, tu peux mettre tout dans le même fichier si tu veux. Bon courage après. Voilà. Donc, la grande question avec tous ces nouveaux trucs, c'est lequel est-ce qu'on choisit? Parce que c'est compliqué, quoi. Ça dépend de tous nos besoins. Donc, si on vient de Redux, par exemple, on peut utiliser Zustand, qui est bien. Si c'est une micro-application intégrée dans un truc JavaScript natif, Valtio, il sait faire du JavaScript natif. Donc là, c'est complètement séparé de React. Si on fait une grosse application, bah, c'est ce que je dis, ça dépend. Pour être structuré, si c'est une grosse application où tout est centralisé, bah, un truc Zustand, ça peut être bien, mais si c'est une application avec plein de petits dashboards, peut-être qu'un truc atomique, c'est mieux. Puis c'est aussi là qu'il faut voir la part de l'état qu'on va plutôt avoir côté serveur et la part de l'état client. Si on est juste une app qui veut montrer beaucoup de choses, juste la écrire, c'est simple. présentation. Il n'y a pas toujours vraiment beaucoup d'intérêt à avoir un store finalement. Mais le contexte peut très bien faire le taf pour, ou les profs même pour tout ce qui est même thème d'art ou des trucs comme ça, tous ces trucs-là, c'est pas besoin d'un gros store. Les contextes sont là pour ça en fait. Et tous les avantages que ces librairies de store-là ont par-dessus le contexte de React, c'est la performance. Puisque eux, ils savent rendre les composants qui ont besoin d'être rendus selon les propriétés qu'ils n'utilisent pas, selon ce qui a été mis à jour autre part. Ce qui n'est pas le cas de contexte. C'est pour C'est ça qu'il y a pas autant ce qui est de contexte. c'est pour ça qu'on Ça veut a- dire que tu utilises mal le contexte si tu ne sais pas rendre ton composant. C'est pas tout à fait vrai. Bah voilà, du coup, c'est ça qui était intéressant, Ouais. c'est le fight. C'est le fight. Voilà, il y a des librairies qui ont plus de support de communauté. Par exemple, Recoil, qui est fait par Facebook, bien sûr, il y a beaucoup plus de support.
Et TypeScript, c'est porté C'est un peu partout maintenant. maintenant. Toutes les librairies sont écrites en TypeScript maintenant, quasiment. C'est un truc global ou c'est globalement? Non, c'est chez les petits Pour nouveaux. tes Les petits nouveaux. Là, ouais, c'est plus pour différencier les petits nouveaux parce que des fois, il y a des gens qui veulent plus utiliser Redux justement parce que avec les anciennes syntaxes, Parce qu'ils sont pas au courant. ils sont pas au courant, c'est très bien. Ça a changé. Et du coup, c'est ça le statut un peu des téléchargements. Donc, on voit que Loïc a glissé une petite, un petit. Ouais, je peux même pas. En fait, c'est pas, ça n'existe pas. Hein. C'est juste parce qu'il est dégoûté, c'est tout, et qu'il a voulu le rajouter. Ouais, mais les vrais chiffres, c'est ça. Et donc ça, c'était la semaine du 1er mars. On voit que Redux est encore plus que téléchargé. Et on voit même que RTK, qui est pourtant sorti après React Query, est plus téléchargé que React Query. Mais bon, React Query, c'est pas vraiment un gestionnaire d'état, comme on l'a dit. Utiliser que RTK pour faire genre comme React Query. Et du coup, c'est pas un gestionnaire d'état. Non, Ouais. non, parce que c'est vraiment un paquet. RTK Query, c'est un package dans RTK. Ouais. Ouais. Il faut vraiment... Mobix, ça a perdu, on en avait beaucoup entendu parler, mais ça fait 2 ans que c'est un peu en perte de vitesse. Les nouveaux arrivants, c'est Justin, Recoil, vraiment, et Valsio qui marche, que tout le monde trouve vraiment très simple. Que personne télécharge. Mais que personne télécharge parce que c'est encore très très récent. Après, si on voyait les dynamiques, ça serait assez différent comme graphique. Bien entendu, ils ont bien fait exprès de ne pas mettre le Oui, contexte. là, après, seuls les téléchargements. Après, voilà. Non, mais après, il faudrait mettre en parallèle les gens qui utilisent que du contexte, mais on n'a pas les chiffres. Ah bah ça explose tous parce que en fait tous ceux qui utilisent du contexte c'est qu'ils ont chopé React donc c'est bon. Les chiffres de la police. Bon, après, ça Ils se prennent trouve, il y du a plein contexte, d'applis, c'est tout les perfs, quoi. Question, vous qui faites un peu de fond, même. Quand tu fais créer React App et que tu fais suivant, tu tombes sur Redux. Non. Non. Si tu peux ajouter Redux, je pense, dedans. Mais par défaut, ah, tu donc, mets rien, Tu dois non, avoir tu mets un rien, NPX Il y Redux. a plein de gens qui font je veux une appli React, je veux faire un side project. Non, non, Redux, Non, il y c'est a pas pas Redux C'est la dedans. différence entre Angular et React. Ouais. Ouais. Peut-être Angular, peut-être React Router, mais Tu il peux pas le mettre. grand-chose. Non, React Router, il n'est même pas dedans. je crois. Même pas En fait, la grosse différence tu l'as entre vu. React et Angular, c'est qu'Angular, c'est un framework et React, c'est une librairie. Oui, c'est le principe. Et du coup, il n'y a rien dedans. Oui, mais Après- React App, ça permet de bootstrapper une appli React. Ah, mais il y a juste React dedans. Il n'y a rien Et d'autre. tu peux choisir de rajouter des trucs dedans. Je suis même pas sûr. Ah ouais? Tu peux choisir si tu es en Moi, j'avais TypeScript un ou des routeur. trucs comme Ouais, ça, tu peux choisir TypeScript, je crois, c'est tout. Mais je crois que ça a changé un peu. C'est- Ils sont en version 4. Non, si je ne confonds pas avec Vue. Il y a 8. Lui, il propose plein d'options. Ça, ouais, c'est vrai, ouais. J'ai envie de te dire que si ton truc, c'est de faire suivant sans regarder ce que tu mets dedans, utilise pas Instagram. Mais non, mais c'est sûr que sur les. Non, mais les téléchargements, c'est les gens qui téléchargent sur leur PC, c'est pas des trucs en prod, quoi. C'est pas les deux. T'as pas 6 millions de personnes qui mettent en prod des React personnels. Tu peux installer. Non. 6 millions de téléchargements, c'est à chaque Mais- fois que tu as une pipeline qui tourne, c'est téléchargé. Quoi. Ah, il y a ça aussi, oui, ça. Ouais. Ah, c'est vrai. Putain. Pas les- Ouais, c'est un peu caché, mais pas tout le temps. Donc, on vous a lancé un petit questionnaire aussi pour un peu savoir où est-ce que ça en était React chez nous. Donc, sur 14 réponses, plus de la moitié aime bien React quand même. Loïc a repris ses chiffres ou pas? Oui, oui, il a tout modifié. Il a tout modifié. Oui, j'aime bien. Bon, Vincent voilà. qui a mis je veux du Svelte, il a pas pris la croix. Ça a l'air super. Est-ce que vous utilisez un gestionnaire d'état? 50% oui. Non, j'ai peur. Normal. Classique. Non, j'ai pas besoin. Quand la question d'avant, tu as dit je ne connais pas trop, j'aimerais découvrir, et quand on te propose du gestionnaire d'état, tu mets non, j'ai peur. Bah oui, C'est normal. bon. Quel gestionnaire d'état préférez-vous? Contexte, Redux, normal. Valsio, System. J'ai jamais fait de React. Ah, il n'y a pas eu de Mobix ni rien. Et c'était quoi la dernière question? Lequel aimeriez-vous apprendre? Les petits nouveaux Valsio, System, ouais, c'est normal. Mobix, c'est normal que ce soit un peu en retrait. Contexte, c'est de base à React. Hein, donc, avant d'apprendre un gestionnaire de store, il faut quand même apprendre contexte. Hein. Ça me Enfin, en semble. fait, contexte couvre quand même pas mal de use cases sur une application moyenne, je dirais. Après, c'est l'envergure de l'application qui fait que ça peut avoir un intérêt de switcher
sur un gestionnaire, enfin une lib externe, du coup. Notamment Redux, enfin RTK, pour faire plaisir à Stéphane, mais on irait plus sur Zustan ou Valtio. C'est quand même un gros choix structurant pour ton app. Ouais. Mais non, puis, C'est structurant, mais la migration n'est pas si complexe d'un gestionnaire à l'autre. Enfin, après, c'est mon point de vue. Et, ça dépend quand même. Mais Genre, tu vois, Même pas- passer du contexte à Redux ou... non, si, c'est lourd. Je pense que c'est plutôt lourd quand même. Par contre, de passer de Redux à RTK, c'est très facile. Mais c'est normal. Non, c'est pas un truc en plus, c'est Non, mais ce nouveau. qu'il disait, en fait, sur le fait Oui, de c'est- tu commences petit, t'as pas besoin en fait, de dire tiens, en fait, je vais mettre un store parce qu'en fait, ouais, c'est joli quand même. Hein. Et en fait, le jour où ça devient une to-do list, c'est pas loin à faire. Ouais, c'est ça qui est compliqué en Mais fait, c'est que à chaque fois que tu fais ce choix d'utiliser une librairie, c'est un engagement quoi. Et là-dessus, il y a des limitations. On sait que Redux, tu peux le scaler jusqu'à l'infini, Ouais. mais contexte, au bout d'un moment, tu vas juste vite avoir des problèmes de perf. ça, c'est parce que, enfin, faut découper, quoi. C'est ce que je disais. Ah, au ou alors, précédent, tu vas mais découper, obligé on va être de partout, ça va vite devenir Mais c'est illisible. pareil. Imagine Powimo avec Redux. Enjoy, quoi. T'as vu la quantité d'app qu'on a dans l'appli? Ça devient monstrueux. T'as un gestionnaire Ah, d'état. oui, un Redux à l'ancienne, oui, mais après, c'est pas pareil, c'est devant le plus là. Donc, Et au niveau des applis qu'on a chez Lixi, là, on a quoi alors? Ceux qu'on fait des applis React. Il y a Next, on est sur contexte. Et du coup, il y a des mauvaises perfs. Non, il y a un composant qui devrait pas avoir de contexte. On est passé à côté des perfs, mais enfin ça tourne bien quand même. Mais ouais, en sachant qu'il y avait des problèmes de perf, je pense qu'on aurait fait un choix différent. Surtout que l'application est très facilement structurable sur un Redux ou même un truc atomique. Enfin, c'est pas compliqué comme application. Après, vos problèmes de perf, ils viennent de quoi, du coup? Vraiment du gestionnaire de store ou du fait que vous ayez un re-render qui peut être géré d'une autre manière? Non, c'est parce qu'on stocke des données qui sont mises à jour souvent dans le contexte. Ouais, faut splitter ou faut restructurer, quoi, du coup. Ah, même si, ouais. Donc là, c'est pas de chance. Et les autres projets React? Ici, voilà, dans mon projet, on utilise le contexte aussi, et à côté de ça, on utilise le client Apollo, qui est ce qui a en grande partie inspiré React. En gros, c'est REquery, mais dédié vraiment 100% au GraphQL. Tandis que REquery, ça prend n'importe quelle promesse. C'est les mêmes fonctionnalités, on peut définir des stratégies de refetch, etc. Et on a du coup tous les états serveurs qui sont gérés par le client Apollo, ce qui fait que sur le côté contexte, on a juste du thème, quel est le statut de l'utilisateur, des choses comme ça. Mais après, en faisant de la mémorisation des composants en dessous de tes contextes, tu peux un peu limiter les ouais, tu peux limiter, mais ça devient chiant. C'est dommage de devoir avoir. Callback, En fait, c'est React et pas tu fais le travail du C'est profil. ça le problème, c'est que React est C'est pas. ce que tu as envie d'avoir comme feature. En fait. Ouais, c'est le problème de React. Du coup, les autres projets React, Il y a une petite appli sur GMD. c'est ça, ouais. Et je regrette. Ah, tu regrettes, clairement? Sérieux? Bah, c'est chiant, je dirais. Tu passes le temps à te balader. Tu passes par les propres? Ah, tu fais les propres. Ouais, mais dès que tu veux découper ton appli, Ouais, mais c'est super chiant. tu te Là. rends compte que C'est le choix, quoi. Ouais, c'est il l'enfer. faut descendre l'info, il faut la faire remonter. Ouais, Ça, c'est l'enfer. Un écran. Oui, mais c'est sûr à faire quand même. Un écran, Un store, ça coûte pas si cher en fait à mettre. Ouais. Surtout avec Redux et tout. Non, franchement, c'est à mettre en place, mais n'importe lequel maintenant. Sauf si tu fais le Redux à l'ancienne, ça va hyper vite. Hein. Rien mettre en place et t'es bien merdé. N'importe Et ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd. Les 3K, ils pèsent vraiment pas Ce lourd. tableau-là, je l'ai fait avec une petite appli React en 10 minutes. Quoi. Avec un petit store. J'ai utilisé. Non, c'est rapide. Pas du coup, ouais. Fabien, toi, t'es sûr? Ouais, sur RTK. Avant, je n'utilisais pas de D'accord. store et je suis passé sur RTK et ça simplifie beaucoup. Il n'y a plus tous Bien sûr. les props. RTK, c'est pas RTK. RTK, c'est Redux. Mais tu as un RTK query qui va faire la même chose que la query, mais de Redux. En beaucoup mieux. Bien sûr, en beaucoup mieux. Plus récent. Redux, je l'ai dit là.
Ah ouais, Redux, ouais, tu peux le faire en ligne, bien sûr. J'avais pas le censure avec C'était intéressant, mais c'est vrai que c'est. Et on n'avait pas la question quel framework, librairie front-end aimeriez-vous bosser sur votre prochain projet? On voit que c'est Svelte qui expose tout, bien sûr. Il a voté 3 fois. Ah, il y a un gros. Attends, Vue 3, React. Pourquoi il y a un truc Vue 3 React? Ah non, ah oui, non, c'est parce que ça du wiki. React Vue. Svelte pour faire plaisir. Hein. Bon, bah, c'est Svelte 4. Donc, ça a bien amorcé le prochain Meditech Svelte. Il y a vu sur le React. Pas le droit. J'ai une question, il y a un truc qui a été un petit peu oublié, je pense. Les tests. Les tests. Par rapport à tous ces frameworks-là, est-ce que vous avez des. Comment on teste ça? Ça se teste bien? Voilà. Ça se teste. Alors, en front, Les contextes, c'est intégré à React, donc ouais, il n'y a aucun souci pour tester. C'est vrai que sur notre projet, là, on a les contextes créés un peu à la manière RTK. Et ceux-là, on les teste. Juste avec du JS, c'est du JavaScript, quoi, donc c'est pas compliqué. Et avec Redux, dans la DevTools, il lance des templates avec ton état et tu peux le tester après. Tu vois, les middleware, quoi, c'est un truc qu'il faut tester. Ouais. C'est vraiment pur tech. Bah là, pour le coup, si tu veux vraiment tester des middleware, tu passes par Saga. C'est là où c'est vraiment le plus simple pour tester. Ouais. Saga, c'est fait pour ça. Aussi, c'est super facile. Bah, c'est là, pour le tester le front, côté asynchrone, Saga, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, c'est assez lourd, ça demande. Enfin, moi, je ne maîtrise pas du tout. Hein. J'ai vu un peu comment ça marche. Mais... Je ne sais pas, pour query, mais pour Apollo, ils te fournissent un provider pour moquer les queries, les résultats de query et du coup simuler tous les étapes par lesquels ça peut passer. Ouais, ça doit être ça. Quoi. Je pense que ça va même passer sur Cypress plus, hein, que du Cypress. Ouais. Mais la question, un jour pour voir si c'est vrai. La question, c'est quelle techno vous choisiriez pour un projet, sachant qu'il faut penser aussi à l'équipe. C'est-à-dire que si tu te mets du Valsio, est-ce que derrière, tu vas pouvoir utiliser du Valsio autre part, tu vois? C'est ça la question. Non, mais là, il n'y a pas une seule réponse. C'est ça la réponse. Et justement, l'objectif de ces librairies, c'est pas de rendre tout ça vraiment beaucoup plus. Parce que j'ai l'impression qu'à part le setup, c'est la même, tu fais use, tu utilises et puis tu l'apportes dans ton composant et puis globalement, c'est pas une question aussi. L'utilisation est assez commune, ouais, à tous les. Maintenant, oui, avec les hooks, c'est plus en plus. Tu as des méthodes qui changent l'état et puis tu as un état, quoi. Non bah ouais, après les approches sont différentes. Globalement, JavaScript produit de l'HTML. Non, mais là, les 4 exemples qu'il donnait, moi je dis ça, c'est toujours la même chose. Le problème, c'est dans 3 ans, ton appli est monte, tu fais une evol, est-ce que tu as la commu, est-ce que tu as quelqu'un pour la compétence? Sur un petit framework comme ça, mais sur Svelte, par exemple. Il y a pas un download, tu sors dessus. Tu fais une sortie client dessus, en vrai. Ouais, c'est pour ça que Redux continue même à l'ancienne manière, continue parce que tu sais que tu as une grosse communauté, tu sais que ça marche, que c'est éprouvé. Et tu sais que les compétences de ton équipe peuvent être transposées dans d'autres milieux. Tu vas commencer à faire des trucs bizarres. C'est pour ça qu'il y en a quand même un qui domine. Svelte, tu auras un Meditech pour présenter ça, Mathieu, t'inquiète. Avec un titre extraordinaire. Est-ce qu'il y a des benchmarks de ces trucs-là ou pas? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des vraies raisons de changer du coup? Oui, carrément. C'est chelou, il y a des lettres. Les nouveaux, là, ils sont plus performants que Redux, en général. Mais au rendu, il n'y a pas de différence. Sauf dans des cas d'utilisation où les performances sont très importantes, mais pour des applis de gestion des trucs... Bah voilà, Okay. Là c'est café bar, discussion, parce qu'en fait on s'est rendu compte en faisant le Meditech parce qu'au début on devait faire la to-do avec plein de gestionnaires d'état, on s'est dit non mais en fait ça sert à rien. Ce qui était intéressant c'était les discussions quoi, et c'était plutôt animé quoi. Et c'était plutôt animé. Regardez, attends de regarder le code. Ah ouais, mais je vais arrêter la page. Mais c'est peut-être arrêté là. C'est à droite. Ah oui, c'était à droite. Il n'y a que Vincent. Ouais, on n'était pas nombreux, disons. Bah oui.
Dans la Il y a moyenne. full, il y a full en ligne là. En fait, ils sont tous derrière moi, vous le voyez pas. Ils sont tous derrière toi sur ton Eh ouais, on était plus nombreux. C'est bon. Je pense que non, c'est fini. C'est fini. Il est en train de s'arrêter. Ouais, il y a marqué en haut à gauche en Ah oui, il est en train de s'arrêter. Il y a du temps, ça. Il est en train de. D'où C'est- Ah, faudrait attends, cliquer. Oui, il y a pas cliqué sur le j'ai pas cliqué. C'est à droite. Ah, faut que je reclique là. Mais oui, et reclique là.